Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le petit plateau pour un nouvel épisode. Après celui de la semaine dernière où vous avez été particulièrement nombreux à nous écouter parler de la plus belle course du monde. Et cette semaine, on se retrouve comme d'habitude avec Romain et Damien pour parler de la plus belle course du monde. Bonsoir. Salut. Salut. Parce que oui, évidemment, on a des auditeurs de Belgique, on a des auditeurs de France, peut-être même des auditeurs d'un petit peu plus loin. N'hésitez pas à nous le faire savoir. On pense à Laurent, hein, notamment, qui nous écoute depuis l'Australie. Donc voilà, on n'arrivera pas à se mettre d'accord sur quelle est la plus belle course du monde. Par contre, il y a peut-être une chose sur laquelle on pourrait être d'accord, messieurs, c'est qui est le grand favori de dimanche prochain. Alors voilà, je mets directement les pieds dans le plat et je vais un petit peu diriger ma question, vous me connaissez. Est-ce que pour vous, Mathieu Van Der Poel est l'unique favori de Paris-Roubaix et est-ce qu'il sera tout aussi intouchable, tout aussi invincible que le week-end dernier? Non, alors non, c'est le favori naturel et il n'est pas impensable qu'il le gagne en solitaire et qu'il soit au-dessus de la mêlée. Mais avant la course, on ne peut pas le penser autant au-dessus de la mêlée sur un Paris-Roubaix que sur un Rund, me semble-t-il. On va pouvoir développer, mais je vais attendre la réponse de Romain d'abord. Ouais, ben, je vais être plus cash. Moi, je trouve qu'au contraire, ça reste le grandissime favori, parce que je pense, sans vouloir, préjuger de tes arguments, Damien, mais je pense que, ce que tu vas dire, c'est que sur un Paris-Roubaix, il y a pas que le talent et la force qui comptent, il y a plein d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte. Mais on l'a vu, Mathieu Van Der Poel échappe à tout ce qui peut arriver à ses adversaires. Et donc, il faudrait être non seulement au top, mais ne pas crever, ne pas avoir d'incident mécanique pour pouvoir le battre. Donc, à mon sens, Mathieu Van Der Poel est le grand favori pour dimanche. Tu as bien préjugé, oui, de mes arguments. Euh, En fait, effectivement, il est le favori, sauf que il n'a pas le terrain où il peut faire le plus de différence par rapport C'est au vrai. round. Là où il crée le plus de Mhm. différence, c'est quand même dans les verts. Après, on a vu l'année passée qu'il sait sortir sur un secteur plat. En ça, il va rester le favori de la course, mais c'est certainement moins que sur un round pour moi. Et j'imagine qu'Alexis, tu vas me rejoindre. Ouais, je te suis assez là-dessus, hein. En fait, le round, je pense que c'est la course idéale pour Mathieu Van Der Poel et que Mathieu Van Der Poel, c'est le coureur idéal pour le round. Ça lui convient à merveille au millimètre près. On l'a bien vu encore cette année quand il accélère dans un berg, principalement des bergs comme le Tyenberg ou le Koppenberg. Parmi tous les coureurs présents dimanche passé, en tout cas, personne ne peut le suivre. C'est évident, c'est de loin le plus fort. Par contre, sur des pavés plats, je pense que, en tout cas, parmi les coureurs présents, ce sera encore une fois lui le plus rapide. Ça, j'en ai pas vraiment de doute. Mais je pense que sa domination sera moins, enfin, sur des pavés plats, est moins forte que celle qu'on peut voir dans les bergs. Et puis sur Roubaix, en fonction de la forme du jour, en fonction des circonstances de course, de la fatigue de l'un et des autres, vu que cette domination sera moins marquante, je pense qu'il est envisageable, en tout cas qu'il n'est pas inenvisageable, qu'il y ait un, voire plusieurs coureurs qui arrivent à le suivre sur des pavés plats, là où c'est inenvisageable pour moi sur un Koppenberg. Oui, et le suivre, et peut-être, c'est plus facile aussi de le piéger. Ouais, Enfin, plus tout à fait. facile. En tout cas, c'est pas peut-être plus facile, mais si tu prends un coup d'avance, il sera beaucoup plus dur à rattraper, quoi, ce coup d'avance. Donc, C'est ça. en ça, je Oui, pense qu'avec certaines alliances ou des blocs, on va y venir, hein, mais voilà, je pense que il est moins invincible que sur le round. là, je suis d'accord, je vous rejoins. Et peut-être même que finalement, le plus grand rival de Van Der Poel pour ce Paris-Roubaix, c'est peut-être son propre coéquipier Jasper Tout à fait. Philipsen, indépendamment évidemment de la qualité et de la force du Belge. C'est surtout que effectivement, autant sur le round, bah, c'était un petit peu Van Der Poel seul contre tous, autant ici, le jeu d'équipe peut faire que Van Der Poel, à un moment, ne va peut-être pas être obligé de faire soit la course en tête, soit d'aller rechercher des échappées. Et donc, par le jeu, on sait que Roubaix, une fois qu'on arrive dans les 100 derniers kilomètres, c'est à fond tout le temps. Il faudra voir où il se trouve à ce moment-là. Mhm. Bah, justement, Romain, tu anticipes ma prochaine question. Moi, j'aimerais bien savoir, vous, parce qu'en effet, il y a deux leaders, je pense, à Paris-Roubaix, là, chez Alpecin. Comment est-ce que vous voyez, vous, la cohabitation entre les deux? Est-ce que vous pouvez envisager une tactique? Comment est-ce que vous pensez que Mathieu Van Der Poel va gérer le fait d'avoir un co-leader? La meilleure tactique, c'est pour moi ce qu'il a fait à Go-Wevelgem dans un premier temps, c'est-à-dire d'anticiper en gardant Philipsen derrière. Sauf qu'il ne doit pas faire le con. S'il paraît qu'un gars comme Petersen, il ne doit pas relayer comme il l'a fait là. Après, ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de qui ils sont éventuellement accompagnés. Ça dépend de qui est avec Philipsen Mhm. peut-être derrière. Mais en tableau noir comme ça, ce qui est très difficile sur Roubaix, je dirais Van Der Poel doit prendre les devants. Philipsen derrière, il donne pas un coup de pédale.
Si Van Der Poel part avec des gars nettement moins... Allez, je vais prendre un Kung. On va croire qu'on tape tout le temps sur le sprint de Kung, mais c'est pour illustrer le propos. Ben, fatalement, il peut relayer. Il sait qu'il va le battre au sprint. Il va pas se faire lâcher sur un secteur en théorie. Donc, OK, participe, vas-y, roule. Tu pars avec Pedersen, ben, tu roules pas. Moi, j'ai Philipsen derrière. Philipsen, il dit, moi, j'ai Van Der Poel devant. Et voilà. Et Philipsen, en fait, finalement, ça peut être le plus grand rival comme le plus grand... Enfin, fatalement, le plus grand allié et son équipier, mais il peut être un super équipier, évidemment. Parce que qui va Ouais. ramener Philipsen devant? Ouais, mais pour moi, je suis totalement d'accord avec toi, même si pour moi, c'était un petit peu différent à Gand-Wevelgem parce qu'il y avait un très gros groupe derrière, très compliqué à contrôler au cas où ça se regroupait. Et justement, j'ai envie de faire un petit écart. Moi, j'ai quand même entendu deux choses qui m'ont un petit peu fait tilter. J'ai entendu dire que Mathieu Van Der Poel avait fait vraiment un véritable cadeau, qu'il s'était sacrifié à Milan-San Remo. Alors oui, évidemment, Mathieu Van Der Poel, il est pour beaucoup dans la victoire de Philipsen. Et d'un autre côté, j'ai entendu qu'il a roulé à Gand-Wevelgem pour un petit peu rappeler à Philipsen que le patron, c'est Mathieu Van Der Poel. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Désolé, je pense que, tout comme ce sera le cas à Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel, à Milan-San Remo et à Gand-Wevelgem, il a roulé pour gagner lui gagne. Et à partir du moment où il est persuadé, notamment en entendant l'oreillette, parce que Mathieu Van Der Poel, c'est Mathieu Van Der Poel, mais il y a quand même des directeurs sportifs, il ne faut pas l'oublier. À partir du moment où il est persuadé que la meilleure carte d'Alpecin, c'est Jasper Philipsen, là, il accepte de rouler pour Jasper Philipsen. Parce que sur le Poggio, s'il est capable d'en remettre une et de lâcher Pogacar, il le fait, hein, évidemment. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste qu'à ce moment-là, la meilleure carte, c'était Philipsen, donc il a roulé pour Philipsen. Tandis qu'à Gand-Wevelgem, je ne suis pas sûr qu'il aurait été capable de contrôler pendant 30 km si ça se regroupait. Donc pour moi, à Paris-Roubaix, il va rouler pour gagner lui. Et s'il arrive sur le Vélodrome avec Philipsen, ou après le carrefour de l'Arbre avec Philipsen, c'est tout pour Philipsen. Oui, j'allais dire, effectivement, c'est vrai que on l'a dit ici en prélude, mais Paris-Roubaix, c'est pas que une course de vélo. Il y a tellement de choses qui peuvent entrer en jeu que c'est délicat. Ce serait délicat, je trouve, quand on a peut-être les deux meilleurs coureurs du peloton au départ, pour Alpecin, de mettre une hiérarchie. J'ai un peu l'impression qu'ils vont faire chacun leur course, Mhm. mais qu'effectivement, dès lors qu'on arriverait à la fin du carrefour de l'Arbre avec ces deux cartes majeures, ces deux atouts dans la manche alpecin, alors effectivement, je pense que Van Der Poel et son équipe auraient tout intérêt à rouler pour Philipsen. Oui, après, effectivement, tout dépend de la composition du groupe de tête. Si tu as Pedersen, ils sont 4 et tu as Pedersen, moi je pense que tu dois continuer à essayer d'attaquer Pedersen et Oui, le harceler. Mais là, ouais. voilà, c'est un cas un peu à part, évidemment. Pour revenir sur ce que tu as dit, Alexis, moi je suis 100% d'accord avec toi. Euh, il a été altruiste sur Milan-San Remo, mais parce qu'il s'est rendu compte que c'était la meilleure chose à faire pour Ouais, je l'équipe. pense. Donc Je je pense pense pas. que c'est pas un égoïste, mais je pense pas qu'il s'est dit le matin au départ, aujourd'hui je vais tout faire pour que Philipsen Ça, gagne. c'est clair Je et veux dire, net pour moi. bah oui, c'est sûr Mais et il le fait certain avec que non. plaisir, c'est pas Oui, ça. oui, il Il le le fait fait avec avec plaisir et plaisir. il est content pour Philipsen quand Philipsen gagne, mais je veux dire, c'est pas juste un cadeau parce que je t'aime bien, c'est la C'est- course s'est mise comme ça. Sur Go Game, j'entends ce que tu dis aussi. Moi, sur Go Game, en fait, où je lui reproche aussi d'avoir collaboré parce qu'il y a Philipsen derrière, c'est pas nécessairement pour rouler pour Philipsen, c'est mon gars, tu as l'occasion de t'appuyer sur ton équipier pour dire Ouais, je ouais, ouais. saute derrière et je fais travailler Pedersen et peut-être que je serai plus frais que lui au sprint. Mhm, C'est pas mhm. nécessairement pour que Philipsen rentre, en fait, c'est juste appuie-toi sur le fait qu'il est derrière, tu vois. Un Oui, tout tout à petit fait. mot, je sors un tout petit peu du cadre, mais c'est pour rester sur Alpecin. J'ai juste envie de dire, on va pas refaire tout le débrief du Runt, mais Alpecin sur le Runt, moi je m'attendais pas à ce qu'il soit si bon. Ils n'ont pas montré une puissance incroyable, mais du tableau noir, magnifique. Ah Ils ont ouais, ouais. contrôlé, ils ont roulé derrière quand il fallait. Laurence qui attaque, c'était ce qu'il fallait faire. Vermeersch qui va avec Pedersen, c'était Mhm. parfait. Tableau noir, magnifique. Ouais, ouais, Et tactiquement d'ailleurs, parfait, c'est vrai. est-ce que là, sur Roubaix, parce que bon, on parlait de Visma, bon, on sait comment ça s'est produit. On parlait de Lidl Trek, ben pareil. Les deux blocs ont été fameusement atteints par la malchance. Est-ce que d'autant plus, encore plus qu'au Ronde, est-ce que le meilleur bloc à Roubaix, ce serait pas Alpecin? C'est l'équipe à battre, en tout cas. Quand tu as déjà deux des grands favoris au départ. Après, on n'a pas encore toutes les compos officielles. Je pense que Groves était prévu, mais vu son début de Groves est prévu, saison, qui est quand même capable de faire des choses assez intéressantes, je pense. cette année, je sais pas. À voir, mais en plus de ça, tu as quand même un Gianni Vermeersch qui était extraordinaire sur le Ronde et qui roule très bien à Paris-Roubaix. Et Mhm. Sylvain Dillier, ben, on peut dire tout pareil. Oui, oui, bah, bien sûr, c'est un bloc. Et moi, bah, je vais toujours citer. Si je vois un seul autre bloc, bah, c'est toujours le même, c'est Lidl.
C'est Idle-Trek qui a toujours pas Stuyven, mais qui récupère Milan sur un Tout à parcours, enfin fait. qui récupère Milan. Milan était déjà là, mais là c'est un parcours qui va très bien à Milan. Moi je me méfierais d'un Milan. Et Pedersen m'a totalement rassuré sur son round. Il a couru de Ouais. manière stupide, il l'a dit lui-même. Et je sais pas si c'est si stupide. En fait, on peut voir ça de plusieurs manières. Soit c'était stupide, soit il s'est dit, mais moi je m'en fous d'essayer de suivre et de faire deuxième. Allez, tout pour le tout, et tant pis si je finis hors du top 10. Soit, moi, en direct, j'avais l'impression qu'il faisait des efforts déjà pour Roubaix, qu'il savait qu'avec la chute, c'était de toute façon pas possible pour le run et qu'il bossait pour Roubaix. Ouais, Et, et pour Screens derrière ou ou autre. Skuins, voilà, j'ai pas l'impression qu'il faisait sa course pour lui spécialement. Après, j'étais un peu surpris quand j'ai vu passer au sommet du Koppenberg, là, sur son vélo, il était dans les tout meilleurs, malgré tous les efforts qu'il avait fait. Enfin, peu importe le résultat du run, en tout cas, il a été super rassurant. Ouais. Et c'est une course qui lui va très bien. T'as Milan, t'as Teuns qui roule pas mal en équipier. Enfin, je pense qu'ils ont quand même aussi un bloc toujours intéressant, malgré le forfait de Stuyven. Ouais, tout à fait. Et justement, on parle de bloc, mais tu parlais aussi d'arriver sur le vélodrome à 4, 5, 6. Ça dépendrait un petit peu de la configuration. On parle de Milan, on parle de Pedersen. Ben justement, je fais le lien entre les deux. Quel coureur est-ce que vous voyez? Imaginons le scénario où Van Der Poel emmène le groupe Philipsen jusqu'au vélodrome. Qu'est-ce que vous voyez suivre dans ce groupe? J'ai une propagande maintenant. Je fais comme. C'est la mode sur Twitter, les propagandes. Euh, Moi, j'ai une propagande Lorenz Rex, mais je le dis en plus en y croyant. Ouais, moi j'y Euh, crois aussi, mais par contre, j'ai quand même envie de t'entendre. Depuis le peloton ou depuis l'échappée? et puis le peloton, de toute façon, il partira pas. J'ai écouté Radio Peloton, je pense, que ça s'appelle le podcast de l'ADH. Il prendra pas l'échappée matinale. C'est fini, ça pour Rex, il l'a dit, hein. Mhm. Lui, de toute façon, oui, il doit le faire à pédale et il est tout à fait capable, je pense. Ouais, Quand je... moi je te suis là-dessus. Romain, Ouais, qu'est-ce que ouais. t'en penses? Je pense aussi. Il a un poids, hein, je pense qu'il est au-dessus des 80 kilos, donc sur les Ouais, bons ouais. Flandriens, il faut pouvoir l'emmener, cette carcasse, sur 270 km. Et jusqu'à peu de l'arrivée, il était dans les tout meilleurs, hein. Euh, sur Roubaix, il va avoir effectivement, ça fait partie de ces coureurs qui vont avoir un terrain qui va, alors je ne dis pas les avantager par rapport à Van Der Poel, mais en tout cas qui va gommer l'écart de performance qu'on est en droit d'attendre entre Van Der Poel et ses concurrents. Il y a Rex, il y en a d'autres dans son style. J'ai envie de citer Nils Politt qui est de plus en plus en forme. On a C'est tous tellement long. rigolé sur l'omloop quand il a emmené Tratnik pour se faire complètement accueillir sur le sprint. Bah, sur le run, si Matthews ne fait pas son écart, est-ce que Politt ne termine pas deuxième de ce round au sprint? Donc voilà, ça fait partie de ces gars qu'on va devoir suivre. Mais c'est compliqué. Il y a, comme souvent, beaucoup de noms qui vont a priori, enfin c'est très ouvert, je dirais, pour la deuxième ou la troisième place, à Mhm. partir du moment où on estime que la première et la seconde place sont peut-être ici, entre guillemets, réservées pour Van Der Poel et Philipsen. Mais donc ça reste très ouvert. Et il suffirait qu'il y ait un incident mécanique, il y ait un fait de course, parce que c'est- même si le Tour des Flandres possède des monts, la répétition des efforts est encore beaucoup plus violente sur Roubaix, hein. Une fois qu'on arrive dans, je répète, dans les 100 derniers kilomètres, les instants de répit entre les passages pavés, c'est rikiki et ça va s'enchaîner à une allure monstre et folle. Donc, pour peu que vous soyez dans un deuxième ou un troisième groupe, on l'a vu avec Arnaud Delis l'année passée, vous pouvez faire la course de votre vie, vous pouvez remonter des coureurs un à un. Vous êtes très vite sur une course qui s'étend sur plusieurs kilomètres et sur de longues, très longues minutes. Donc, il faudra être au top, il faudra ne pas avoir d'ennui mécanique, il faudra sentir les bons coups. Finalement, je reviens un peu à ce que tu disais en entame d'épisode, Alexis. Est-ce que c'est la plus belle course Roubaix par rapport au Tour des Flandres? Non, la plus belle course, c'est le Tour des Flandres. Mais Roubaix, c'est pas une course, c'est au-delà d'une course. C'est une aventure extraordinaire. Ouais. Très belle manière de contenter tout le monde. Euh, Alexis, toi, tu avais d'autres noms. Enfin, moi, j'ai d'autres noms, mais je vais d'abord te donner la parole. Juste un tout petit truc sur Rex. En plus, il a une belle petite pointe de vitesse. Ouais, Oui. tout à fait. Bah écoute, les noms, bah, c'est comme pour pas mal de courses, mais ici encore plus, j'ai l'impression. On pourrait aller, on pourrait en citer quand même beaucoup. Il y a les noms évidemment que tout le monde connaît comme Peterson et Kung, il faut quand même en parler. Mais moi, il y a d'autres noms que j'ai envie de citer, que je vois pas forcément gagner, mais que je vois faire une belle course et accompagner les meilleurs. C'est pourquoi pas un gars comme Geoffroy Attarding, que j'ai hâte de voir sur les pavés. Il n'est pas sur la liste provisoire, mais Bjerg, et encore plus Politte, mais que Romain a déjà cité. Un que je suis curieux de voir, c'est Alex Segart, qui a fait un beau petit résultat. Il a fait deuxième, je pense, chez les juniors.
Il y a Riley Sheehan, pourquoi pas. Et puis voilà, il y en a toujours beaucoup. Sénéchal, on ne sait jamais, mais ça me paraît un petit peu compliqué. Et moi, j'ai toujours envie de parler de Mohoric, mais il fait une année un petit peu plus compliquée aussi. Donc voilà, je sais pas. Mais chez les Education, ça peut être intéressant. C'est avec Bisseker, Bettiol et pourquoi pas Vandenberg même. Et moi, chez Ineos, tu dis c'est Starling, je l'avais noté aussi. J'attends de voir Turner. J'avais l'impression qu'il montait Ouais, pas mal en puissance. Bon, le run, pas topissime, mais on l'a quand même un peu vu. Et puis, c'est pas pour lui à la base non plus. C'est aussi une grande carcasse. Donc là, ils ont un beau petit duo. Bah, c'est assez amusant, cela fait maintenant une dizaine de minutes, voire même peut-être un petit quart d'heure qu'on parle de Paris-Roubaix. On n'a pas encore cité le nom d'une équipe qu'on aurait cité à tout à fait. tous les coups avant, c'est Visma, qui arrive Ah, ah oui. avec malgré tout une grosse armada, hein. Alors il faut voir si les coureurs annoncés sur la starting provisoire vont être C'est ça, confirmés. hein. Il y a notamment des noms qu'on avait dit, ils ne seront pas là, finalement, apparemment, ils seraient en passe de revenir. On a vu qu'un Dylan Van Barle pardon, était déjà de retour sur le round, pas trop à son affaire, mais enfin une semaine de plus s'est passée. C'est un coureur malin, il faut toujours se méfier de lui. Donc ce serait intéressant de voir aussi ce que peut-être Visma va tenter. Et alors il y a un autre gars qu'on n'a pas encore cité, mais moi je m'en méfie. Il est rapide. Je sais qui tu as cité. C'est quelqu'un qu'on a vu très à son aise depuis le début de la saison, qui était même encore bien présent sur le round jusqu'à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, et puis qui finalement, ben, c'était trop dur de grimper comme ça. Et je veux parler, Damien, de Tim Merlier. exactement Tim Merlier. Ça peut être un gros coup, hein. Ça peut être un gros Ouais. coup parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui digère bien quand même les courses difficiles, qui digère bien les pavés. Et puis si vous avez Tim Merlier après le Carrefour de l'Arc dans votre groupe, qui est Philipsen ou pas, je suis pas certain que le plus rapide soit chez Alpecin à ce moment-là. Oui, je l'avais noté dans mes curiosités. J'avais mis les deux, les Visma, mais surtout sur leur forme. Parce que Oui, bon, à la porte, hein, c'était aussi un objectif. Mais bon, Tout à moi fait. j'ai du mal à croire en la porte et même en Van Barle. Donc bon, voilà. Et dans mes curiosités, j'avais noté Merlier et même Lampart, que j'avais Ouais, un peu Lampard, j'avais taillé été. lors de l'épisode précédent et qui a été finalement au run pas si mauvais du tout sur une course qui lui va pas super. Donc bah, bon, je crois pas que Lampart va gagner. Lampart, c'est un gars, je rêverais qu'il anticipe. c'est sa Je course, hein. rêverais qu'il aille dans l'échappée, mais je crois qu'il n'ira pas de par un statut qu'il n'a plus vraiment pourtant. Enfin, c'est un peu bizarre, hein, mais j'ai un peu du mal à l'imaginer C'est anticiper. Pour moi, enfin, ça me semble même quand même logique. On peut pas se permettre d'avoir un Lampard qui prenne l'échappée matinale avec 3-4 minutes d'avance sur les favoris quand on arrive dans Mont-Saint-Pével. Enfin, on sera plus déjà avec l'échappée dans Mont-Saint-Pével, hein, mais dans ce genre de. Allez, à partir de la trouée d'Arambert, tu peux pas avoir, je pense, 3 minutes de retard sur Lampard. On sait jamais. On rappellera quand même que bah, c'est l'année passée, je pense, hein, où il peut faire deuxième, hein, ou s'il y a 2 ans, je ne sais plus. Enfin, il est en chasse-patate de je ne sais plus très bien qui, et puis il se fait choper là Pour un par spectateur. Solidon. C'était il y a 2 ans, je pense. Ouais, ouais. Mais sans ça, oui, parce que peut-être qu'il pouvait pas aller rechercher, c'était Van Baarle à l'époque, justement. Hmm. Mais peut-être qu'il va faire 2 des Van Baarle, hein. Et il l'a dit, c'est sa course, il l'a dit aussi, Oui. avant de pouvoir juger de mon printemps flandrien, attendez Roubaix. Bon, c'est vrai que c'est la dernière course flandrienne finalement, mais c'est vraiment sa course et ce sera intéressant de voir ce qu'il a encore dans les jambes et si, il a l'occasion de le montrer. Ah, qui Ouais. est tombé l'année passée aussi, qui a pas eu de chance et qui était très costaud et qu'on a vu un peu à l'avant à un moment donné au run, c'est Degenkolb. On ne sait pas, mais moi je trouve qu'il va pas si mal. Non, C'est non, une course qui lui convient bien. tout à fait. J'attends de voir. Et pour nos amis français, on le voit moins parce qu'ils ne sont pas invités sur toutes les courses, mais Turgis, Mm. j'attends quand même de voir parce que je ne sais plus quelle course on l'a vu essayer relativement récemment. Bon, ça risque d'être un peu juste, mais du bon Ouais. Turgis, ça peut toujours être intéressant quand même. Peut-être Par contre, un petit peu léger, Turgis, quand même. ouais, par contre, tu vois, Bettiol, je suis allé voir, il a fait aucun Roubaix dans sa carrière, si j'ai pas mal Ouais. regardé. Peut-être pour 15 secondes sur Turgis, je suis assez d'accord. Voilà justement le gars qui doit prendre enfin, Mhm. qui doit jouer l'anticipation. Ouais, ouais. Et ça peut être effectivement ce genre de coureur, parce que chaque année on en a 2-3, ça peut être le genre de coureur qui doit prendre l'échappée matinale et qui va faire un top 10 sur Roubaix grâce à ça. Pas forcément gagner, mais qui peut faire vraiment un beau classement pour cette équipe Total Energy qui tout doucement revient un peu dans la course, peut-être pas au World Tour, mais en tous les cas dans la course aux premières équipes du Pro Tour.
Et il y a aussi un autre gars qui marche pas mal, en tout cas beaucoup mieux que ces dernières années, dont on n'a pas encore parlé, c'est Oliver Nassen. Alors figurez-vous, anecdote assez folle, il a dit qu'il allait mieux parce il s'est découvert une espèce d'intolérance alimentaire au céleri qui est plus prévalent que ce qu'on pourrait croire dans notre alimentation de tous les jours, et que depuis qu'il n'en mange plus, ça irait mieux. Et en plus de ça, il y a quand même, des vélos, hein. On a eu la chance, l'immense honneur de recevoir, Cyril Saugrand. D'ailleurs, je vous invite si ça vous intéresse, à aller écouter, l'épisode avec Cyril Saugrand, qui nous parlait justement de ces vélos et qui nous confiait son rêve de voir Van Rysel gagner à domicile, parce qu'on sait que les vélos sont construits à Lille. Donc est-ce que c'est pour cette année, le rêve de Cyril Saugrand? Faudra quand même beaucoup de. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, oui, oui. Maintenant, ça peut faire une place intéressante. Plusieurs garçons peuvent faire une place intéressante, en fait. Oui. A priori, comme ça, à la jambe, je te dirais toujours Nassen. Mais Gautra, on l'avait un petit peu évoqué d'ailleurs dans cet épisode-là, Gautra est intéressant. Et moi, Romain parlait de garçons qui peuvent prendre l'échappée. Effectivement, il y en a qui prennent l'échappée et qui résistent. C'est toujours comme ça sur Paris-Roubaix. Ben, je vois qu'il y a Sander de Pestel qui n'hésite jamais à aller de l'avant. Il est parti plusieurs fois sur les Flandriennes. Il a une bonne caisse, je pense, pour un jeune, donc sait-on jamais. Dries de Bont aime bien prendre les devants aussi. Lui aussi, il a fait 2 fois sur les Flandriennes, notamment avec une 5e place à travers la Flandre. Donc je pense qu'ils ont des garçons intéressants. Maintenant, pour gagner, excuse-nous Ça Cyril, risque c'est d'être quand même un compliqué. petit concours de circonstances. Hein. Ouais, c'est vrai qu'un Oliver Knassen, de nouveau, un peu comme un Lampard dont on vient de parler, ne pourra sans doute pas partir en anticipation. En plus, il a Non. montré sur le round qu'il était en très grande forme. Mais voilà quelqu'un qui, à la pédale, peut aller chercher un top 10. Tu as évoqué Gautra. Alors, Pierre Gautra, c'est, pour moi, je ne vais pas dire une énigme, mais parce que c'est un peu une révélation finalement de cette campagne de Flandrienne. C'est-à-dire que c'est un gars qui est passé entre guillemets relativement inaperçu si on se contente de regarder les classements finaux des épreuves. C'est aussi un coureur qui est, à mon sens, pas parti dans les échappées, mais c'est un coureur qu'on a souvent vu, à l'aise dès que la route, soit montait, soit était, sur pavé ou gravier, on l'a encore vu aussi au Stradé. Hem, Si vous allez voir sur Strava, il est quand même assez, marquant de voir que Pierre Gautra est régulièrement dans les 3-4 meilleurs du jour sur, tous les secteurs les plus compliqués des Flandriennes. Alors, ça ne veut pas dire non plus, charrette comme on dit chez nous, mais voilà encore le genre de gars qui, s'il se retrouve dans l'échappée matinale, il a montré qu'il pouvait, emmagasiner pas mal d'efforts, intenses, pas mal d'efforts très compliqués, et pouvoir bien s'en sortir. Donc voilà un gars, je serais très heureux et très curieux de le voir dans cette échappée matinale avec à la clé de nouveau, je pense potentiellement un top 10 dans les jambes. Et justement, vous parlez, d'échappée matinale, on en a déjà parlé plusieurs fois, dans cet épisode. Bon, si on continue, on va faire toute la start list de Paris-Roubaix tant, tout le monde peut être intéressant sur une telle course. On parle d'échappée, on parle de Van der Poel, on parle de pédale. Est-ce que justement, pour vous, battre, Van der Poel, ça doit d'office passer par la tactique? Ou est-ce qu'on peut envisager sur Paris-Roubaix de le battre à la pédale? Pour moi, on peut le battre à la pédale. Ouais. Je pense qu'il est battable à la pédale. Déjà, de toute façon, il est battable à la pédale par Wout si Wout avait été là. Si Philipsen n'était pas dans son équipe, il est peut-être battable à la pédale. Mais moi, un Pedersen sur Paris-Roubaix, je pense qu'il peut rester avec. Un Milan, peut-être même aussi. Moi, j'y crois Après, à Milan, ouais. ouais, ces deux-là, franchement. Et alors, ma propagande Rex, quand je dis que j'y crois, même à la pédale. Il a dit Mmh. dans Radio Peloton, il sait les erreurs qu'il a faites l'année passée et qu'il ne fera plus. OK, intéressant. Donc voilà, j'ai envie de croire que. Et franchement, il m'a bluffé sur le run, Ouais, en pareil. plus, en plus de ce qu'il avait déjà montré. Donc moi, je crois qu'on peut le suivre. Maintenant, si quelqu'un peut tactiquement piéger Van der Poel, qu'il ne se gêne pas, hein, évidemment. Ouais, bien sûr. Et voilà, on attend une course très, très intense. Aussi un moment qui sera extrêmement intense, ce sera, la ruée vers la Trouée d'Arambert. On en parlait justement aujourd'hui, hein, il y a le rajout de cette fameuse chicane, dont le but est de ralentir les coureurs avant qu'ils arrivent dans la Trouée d'Arambert. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Je trouve ça sain à partir du moment où c'est une demande des coureurs, Ouais. et Paris-Roubaix est une course où il y a suffisamment de spectacles que pour effectivement, donner cette, je ne vais pas dire facilité parce que
prendre la trouée d'Arambert n'est jamais facile. Mais je veux dire, que les gars rentrent à 60 ou à 30 à l'heure dans la trouée d'Arambert, pour moi, c'est pas ça qui fait le show. Ce serait peut-être même plus intéressant à voir s'ils arrivent moins rapidement dans la trouée d'Arambert, parce que quand vous arrivez à 60 à l'heure, vous avez la vitesse pour garder cette vitesse. On dit toujours que sur des pavés, le plus facile, c'est pas d'accélérer, c'est de garder une vitesse. Mhm. Donc, si vous arrivez à 30 à l'heure, il va falloir garder cette vitesse ce qui n'est pas donné. Après, au-delà cet aspect particulier, il faudra voir dans quelle mesure ça ne va pas finalement avoir un impact. Mais là, je pense que Damien a une idée très arrêtée sur la question, sur l'avant trouée d'Arambert, Mhm. puisque qui dit chicane, Bien sûr. dit forcément qu'il va y avoir du placement et autres. Damien, on en discutait, je vais te Mhm. donner la parole tout de suite, mais pour moi, comme je te disais, on a l'habitude de retarder les problèmes. Là, pour moi, justement, on avance le problème parce que bah, les chutes, elles n'auront pas lieu juste avant la trouée d'Arambert, elles auront lieu et potentiellement juste avant la chicane. Parce que les équipes vont toutes vouloir se placer et accélérer à fond juste avant la chicane, ce qui est tout aussi dangereux que d'accélérer avant la trouée d'Arambert. Et autre chose, j'ai peur qu'en arrivant à 30 à l'heure, on ait beaucoup de coureurs qui soient obligés de mettre pied à terre et qu'on se retrouve avec un peloton totalement morcelé, quoi. Oui, mais je te rejoins totalement, Alexis. Et je suis un peu surpris. Après, justement, on n'est pas coureur, donc on va peut-être leur faire confiance, mais je suis un peu surpris que les coureurs souhaitent ça et qu'ils disent eux-mêmes à Gouvenou, oui, oui, on va devoir freiner, on risque vraiment de chuter, on préfère chuter sur du pavé que d'arriver à 60, sur du goudron que d'arriver à 60 à l'heure de la trouée. Oui, enfin, je sais pas, je trouve ça fou. On sait que tout le monde va vouloir se placer avant cette chicane, on sait que ça va donner allez, les problèmes, les chutes viennent, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais plus souvent dans des phases de placement que quand ils rentrent comme ça sur la trouée. Je sais pas, je suis vraiment pas convaincu par l'aspect sécuritaire de la chicane, en fait. Mais pour moi, alors enfin, je comprends tout à fait à partir du moment où on annonce un pavé gras à souhait. On l'a vu dans le Rand avec le Koppenberg. Une fois que c'est gras, c'est foutu. Mhm. Imaginez, vous avez mis le Koppenberg est en pente, hein, mais imaginez un peloton lancé à 60 à l'heure sur Koppenberg. C'est une vraie patinoire. Donc, il aurait fait tout sec et poussiéreux. Je sais pas si ça vaut la peine de mettre une chicane. Mais avec un truc gras, on va avoir un peloton clairement en file indienne où l'objectif, ça va être, finalement, tu disais, de ne pas mettre pied à terre. Mhm. Oui, mais c'est vrai que la guerre pour le placement, elle va être folle, hein. Ah oui, ça oui. Elle va être totale, Mais, enfin, elle est déjà folle d'habitude, mais avec une chicane, mais elle bah, sera je sur sais du pas. goudron, effectivement. Oui, oui, elle sera sur des goudrons. Non, moi, mon avis, c'est que j'ai un avis un peu, je vais peut-être pas me faire que les amis, hein, je suis un peu vieux con réac pour le coup, je le sais bien, donc vous pouvez y aller. Bon, allez-y gentiment quand même, mais vous pouvez y aller. Non, mais je vais dire, qui n'a pas eu le sentiment que certaines étapes raccourcies, par exemple pour raison de sécurité, ont été raccourcies alors que ça pouvait très bien se dérouler? J'ai l'impression que plus on avance et plus on a des cas comme ça. Alors bien entendu, la sécurité des coureurs, c'est le plus important. Après, ça restera toujours un sport dangereux. Il y a des conditions où je comprends qu'on aménage, où je comprends qu'on rétrécisse, qu'on raccourcisse, pardon, des étapes, mais je trouve que tout à la sécurité, je sais pas non plus en fait. Et moi, je fais un parallèle. J'aime bien la F1 et quand je regardais jeune, parce que je suis plus très jeune, mais quand je regardais jeune la Formule 1, euh, ils roulaient sous la pluie. C'était un show incroyable avec des bagnoles moins contrôlées que maintenant. Et maintenant, quand il pleut, il roule plus beaucoup. Et j'ai peur qu'on aille avec ça vers le cyclisme. Alors, de nouveau, pour les pilotes de Formule 1 comme pour les coureurs, la sécurité est bien entendu primordiale. Moi, ces mecs-là, ça faisait aussi partie de la légende de voir ce qu'ils faisaient comme ça dans ces conditions-là. J'ai pas envie qu'on aille vers un truc trop aseptisé. J'ai facile à dire ça, je suis pas sur le vélo, c'est pas moi qui me casse la gueule. C'est pour ça que c'est un avis de vieux con réac, mais c'est un avis que je ne peux pas m'empêcher d'avoir. Mais c'est vrai, et je vais l'avocat du diable parce que forcément, en tant que spectateur, moi, je préférerais avoir des gars lancés à miser ça dessus. Mais c'est vrai que je peux imaginer. Quand on voit les blessures parfois graves, hein, rappelez-vous, Yoann Mussé notamment, auquel on a pu assister. Quand on voit aussi aujourd'hui je vais même dire la friabilité des vélos, c'est devenu des poids plumes en carbone qui plient pour un rien. Ben, pour toutes ces raisons, ça augmente encore, je pense, le risque. Le peloton est plus dense que par le passé, parce qu'il y a déjà plus de coureurs, mais en plus, le niveau est devenu plus homogène. Donc, ils arrivent non plus à 50 dans la Trou d'Arambert, mais à 100, 120, 130, 140.
Donc, je peux comprendre. Je peux entendre qu'effectivement, il y a un moment où on a toujours été vers de plus en plus de spectacularité. Et donc, si à un moment, il faut parfois faire un petit pas en arrière, ça, je peux l'entendre. Après, c'est clair que autant, je suis tout à fait d'accord, il y a des fois où on a rétréci des étapes de course à étapes. On se demande toujours aujourd'hui pourquoi. Autant ici, c'est vrai que on touche à un monument de la Trouée d'Arambert. Et voilà, c'est ça qui fait un peu mal au cœur, mais qu'on gardera quand même un beau spectacle sur cette Trouée d'Arambert. Oui, mais Ouais, tu vois, tout à j'ai pas fait. envie qu'on me supprime à Koppenberg du run parce qu'on est monté à pied cette année, quoi, tu vois. Ce genre de Non, débat, moi, ça m'agace un petit peu, Ce mais qui s'est fait dans les années 80, hein, rappelez-vous, tout à ou fait. 90, on a un moment supprimé le Koppenberg, jugé trop compliqué, Mhm. trop dangereux, pardon. Ouais, je pense qu'on Mais le fera plus parce que là, c'est pas qu'il est trop compliqué, c'est qu'il était tout à fait impraticable. Mais je pense pas qu'on le resupprimera à l'avenir. un tout dernier mot sur cette histoire de chicane. On entend beaucoup aussi dans le peloton des coureurs se plaindre du comportement dangereux des autres coureurs. En fait, on demande qu'on aménage et que ce soit les organisateurs, etc., mais les coureurs devraient peut-être parfois se montrer eux-mêmes plus raisonnables et plus prudents dans leur manière de courir. Je veux dire, à un moment donné, je crois qu'il va pouvoir mettre tous les aménagements possibles et imaginables. S'il y en a qui sont casse-cou et qui sont complètement fous dans un peloton, ils vont être casse-cou et complètement fous dans un peloton, et des chutes, il y en aura tant et plus. Alors là, on ouvrirait un autre débat hein, sur des sanctions, etc. On n'a peut-être pas le temps de parler de ça maintenant, mais Ouais. Et là, je peux te dire que la bataille avant la chicane, elle va être fameuse et qu'à ce petit jeu-là, ben, moi, j'ai bien peur d'une chose. Pour le suspense, je dis ça, bien sûr, j'ai bien peur d'une chose, c'est que ben, ce soit Monsieur Parfait qui se retrouve dans la première partie du peloton et que la course soit finie dès la trouée d'Arambert. Donc voilà, on espère quand même une belle course avec un peu de suspense. Victoire de Mathieu Van Der Poel, pourquoi pas, mais tant qu'il y a du suspense, s'il vous plaît, messieurs. Euh, et voilà, je sais pas si vous avez encore un petit mot à rajouter sur cette course. sur la course, non. Moi, je pourrais dire que j'ai perdu mon prono-fou. Hmm. On le savait déjà Ouais. depuis un moment, puisque donc mon prono-fou, je le rappelle, pour ceux qui ne nous écoutaient peut-être pas à l'époque, c'était Arnaud Delis qui remportait Paris-Roubaix. Bon, on aura une pensée pour Arnaud. Moi, je voulais juste vous parler un peu d'Arnaud Delis. Je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles. Donc, moi, j'ai écouté le podcast On connaît nos classiques. Et depuis Gore-Wevelgem, après Gore-Wevelgem, Arnaud Delis a changé de coach. C'est Guy Mhm. Torby maintenant qui est son coach. Guy Torby, vous, ça vous parle peut-être, je ne sais pas. Les Français, peut-être un peu moins. Donc, c'est un coureur qui est passé par Wallonie-Bruxelles, qui est même passé par la Lotto, qui est passé par la Wanty, par Véranda Widems. Enfin, il a fait quelques équipes belges, donc. Euh, et Guy Torby, donc, est devenu coach d'Arnaud Delis. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites. D'abord, je vais vous dire ce qui a été dit, puis je vais vous donner un peu mon avis sur la question et je vais vous demander votre avis. Donc, il a changé de coach. Guy Torby n'a pas du tout remis en cause au niveau de la préparation d'Arnaud Delis. Ils avaient travaillé cet hiver, donc avec son ancien coach, sur sa position sur le vélo notamment, pour le remettre plus symétrique sur sa monture. Ils avaient travaillé pardon, sa cadence de pédalage. On sait tous qu'Arnaud Delis tire un gros braquet. Ben, le but, c'était qu'il le fasse un peu moins pour s'économiser en course. Donc, ils avaient travaillé ces choses-là et ils ont fait pour la première fois un stage en altitude. Guy Torby, ce qui remet en cause, c'est le stage en altitude. Euh, il dit qu'Arnaud n'aime pas ça, n'a pas besoin de ça, en fait, que Arnaud ferait mieux d'aller courir des petites courses et de gagner en confiance en gagnant des courses, un peu à la Pedersen, en fait, début de saison de Pedersen. C'est un peu ça l'idée. Et donc voilà, moi, quelque chose m'échappe un peu, je vous avoue, c'est que on vient d'apprendre qu'Arnaud Delis est malade. Donc, finalement, quel est l'impact de la maladie? Puisqu'après, on apprend aussi qu'il change de coach. Donc, il a aussi l'air de se poser des questions sur la préparation. Moi, je trouve que jusqu'à l'E3, il y avait beaucoup de bons, en fait, occultés par des chutes, etc. Mais si je regarde ses courses, il était bon, il avait le niveau, il répondait présent. Bon, Paris-Nice, suite à la chute au Samin, non, mais sinon, je trouvais qu'il était là. Donc j'ai un peu du mal à comprendre ce changement. Guy Torby a dit aussi qu'Arnaud Delis était pas bien moralement. Enfin, ça va déjà parce qu'il a déjà envie de remonter sur le vélo, etc. Mais que suite au résultat, il n'était pas bien. C'est pas suite à la maladie, c'est suite au résultat, il n'était pas bien. Je me demande si on change pas de coach parce que il faut se raccrocher à quelque chose. Alors moi, j'y connais rien là-dedans, hein. S'ils prennent cette décision-là, certainement que c'est fondé. Maintenant, c'est fondé, mais comme la décision qu'ils ont prise en intersaison de travailler ça et ça, alors on pourrait se dire aussi c'était fondé. Je peux, j'ai un peu du mal, enfin, j'ai un peu ce sentiment de, c'est les premiers moments difficiles d'Arnaud Delis dans sa carrière. On ne sait pas trop comment gérer.
et il faut essayer quelque chose, il faut changer quelque chose. Et voilà, et je suis pas hyper convaincu, bien que j'aime beaucoup l'idée de faire un début de saison à la Mats Pedersen, hein. Et ce que tu remets en cause, c'est le stage, le fait d'emmener Arnaud en stage ou de changer de coach? Non, non, en fait, je mets rien vraiment en cause, juste le changement de coach, comme ça, après Go Game, c'est très tôt dans la saison, pour finalement, alors qu'il a montré de très belles choses, sauf sur le 3 et Go Game, où là, il n'y était pas. Donc, c'est 2 courses finalement. Mhm. Je comprends pas bien le changement de coach, mais je souhaite que ça fonctionne très bien avec Gaëtan. Moi, je n'y connais rien là-dedans, et j'espère que Gaëtan va faire du bon boulot avec Arnaud, qu'Arnaud va revenir au top, hein, c'est tout ce que je souhaite. Juste, je m'interroge, je comprends pas bien, surtout que pour moi, ils expliquaient ces 2 mauvaises, on va dire, prestations par la maladie. Donc pourquoi changement de coach si c'était la maladie qui était la cause de ça et que ça avait l'air de pas trop mal aller sinon, tu vois? Pour moi, c'est s'il y a changement de coach, suite à 2 courses un peu moins bonnes, c'est qu'il y a des non-dits. C'est que lui avait vraiment, soit il y a quelque chose qui se passait pas bien, soit il allait tellement mal, ce que je peux envisager totalement, il allait tellement Mmh. mal mentalement qu'il avait besoin de changement. Je trouve ça très radical, mais c'est pas la première fois qu'on verra un coureur ou un être humain, en règle générale, faire une décision radicale suite à des moments plus compliqués. Donc moi, je pense que c'est pas juste, oh tiens, ce coach il va pas bien, je suis un peu moins bon, on va changer. Non, je pense que c'est mentalement, il avait besoin d'autre chose. Soit parce que il s'entendait pas avec son coach, soit parce qu'il était au bout du rouleau et qu'il voulait tenter autre chose. Mais c'est plus profond que simplement un simple changement de coach comme ça pour essayer, quoi, tu vois. Mmh. C'est le genre de décision qu'on aurait, entre guillemets, accueilli sans surprise, lors de la précédente, enfin, lors du précédent management, je trouve, de l'Auto-Destiny. Ici, depuis que Stéphane Lowe est arrivé et a repris l'équipe en main, on sent qu'il y a énormément d'attention, mis de tous côtés, qu'on laisse faire les choses, que, voilà, on met l'investissement là où c'est nécessaire et donc une décision qui, effectivement, de l'extérieur, ressemble un peu à du football panique. Hem, à mon avis, comme dit Alexis, il y a quelque chose d'autre derrière. Est-ce que c'est, une relation de confiance qui a été rompue? Est-ce que ce sont des choix qui font que ça a entraîné un mauvais début de saison et qu'on met en question? Est-ce que ça, voilà, comme on l'a dit, hein, on n'est pas dans cette équipe, on n'est pas dans la tête des personnes, donc c'est évidemment très difficile à dire. Est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce que ça sera bénéfique pour le coureur, pour son équipe? Bah, ça, on verra prochainement. Peut-être simplement pour revenir sur la maladie, donc la maladie de Lyme ou de Lyme, hein, je ne sais pas comment on prononce, mais hem, visiblement, c'est une maladie, qui peut toucher les personnes de façon très différente de l'une à Mhm, l'autre. tout à fait. Je pense que c'est celle qui avait touché notamment Mark Cavendish, Mhm. par le passé. Le CAF qui avait mis quand même lui par contre un sacré bout de temps avant de retrouver son niveau. Il avait recouru évidemment, mais de vraiment retrouver son plein potentiel, il avait mis du temps. Donc, on espère pour Arnaud qu'il va revenir plus vite finalement à son meilleur niveau, mais, c'est clair que c'est pas quelque chose qu'il faut snobber non plus et je peux tout à fait entendre que les chutes, que, le fait d'avoir changé son approche, le fait d'avoir été en stage, tout ça a nécessairement un impact sur un changement de résultats, un changement de course et autres. Mais la maladie, je ne l'écarterai quand même pas trop vite, l'influence qu'elle a pu avoir sur, Tout les à fait, dernières je suis d'accord. prestations, d'Arnaud. Ah Je oui, suis d'accord. en fait, j'en suis persuadé. C'est dans ça que le changement de coach m'étonne un peu, justement. Mhm. Mais je rejoins assez Alexis. En dehors des non-dits stages, je pense que mentalement, il y avait besoin d'un reset, de quelque chose. Moi, alors, je peux totalement me tromper parce que c'est basé sur rien, mais j'ai vraiment cette impression-là. Il fallait Ouais. changer quelque chose, ça n'allait pas, il fallait sortir de la spirale par une solution ou une autre. Arnaud ou les dirigeants de l'équipe, je ne sais pas, ont jugé que Mhm. c'était certainement ça la meilleure solution, l'électrochoc qui en plus allait apporter quelque chose. Ils y vont. Et bah, finalement, moi, c'est pas une critique, hein, c'est des questions que je me pose. Attention, qu'on me Ouais, ouais. comprenne pas mal, hein. C'est juste que c'est un peu interpellant. Juste, je voudrais revenir sur les stages. On en a pas, vous l'avez tous les deux mentionné. C'est tout à fait possible que les stages ne conviennent pas à Arnaud Delis. Vous savez très bien tous les deux que moi, il y a 2 points qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est l'importance des détails pour les cyclistes et encore plus l'importance du mental pour un cycliste. Vous savez, quelqu'un comme Kjell De Brooks ou Wout van Aert ou Jonas Vingegaard, bon, je prends 3 gars de la même équipe, c'est peut-être pas un hasard, qui sont limite des ordinateurs sur pattes et qui calculent tout et qui veulent que tout soit parfait. Mais je pense que le fait d'avoir un stage millimétré avec une équipe qui pense à tout, où tout est parfaitement contrôlé, je pense que c'est la meilleure façon de sortir la meilleure version d'eux-mêmes.
que ce soit les meilleurs possibles. Un gars comme Pedersen et visiblement comme Arnaud Delis, qui a besoin d'être chez lui, qui a besoin d'être avec sa famille, qui a besoin d'aller gagner des courses par-ci par-là, d'aller courir, de sentir l'adrénaline, ben, je suis pas sûr que mentalement ce soit un stage dont ils ont besoin. Et si un stage, tu y vas avec les pieds de plomb, que tu vas t'entraîner un petit peu moins bien que si tu es dans ta Wallonie ou chez toi, et que au final ça te fait pas kiffer, ben, les bénéfices du stage, ils seront pas là. Donc c'est peut-être contre-productif. Et c'est là qu'un Arnaud Delis, peut-être qu'il n'a pas besoin d'aller en stage pour performer. Surtout que on a l'impression, je peux me tromper, que dans l'étape suivante que Arnaud Delis devait franchir, chez les pros, c'était pas tellement, un truc qu'on acquiert dans un stage. Au contraire, on l'a souvent, souligné, on adore Arnaud, dans ce podcast, vous le savez, mais on a souvent souligné que son plus gros problème, c'était sans doute le placement. Mhm. On vient d'évoquer la Truelle à Rambert, pour Roubaix, que la bagarre allait être intense pour pouvoir, prendre les 10 premières places, avant cette fameuse chicane. Arnaud Delis est le coureur par excellence qui, est peut-être capable, d'être dans les 3 meilleurs pour, franchir cette trouée, mais qu'il la débutera en 40e position parce qu'il n'a pas le placement et le placement, ça s'apprend en course, ça Tout à s'apprend fait. pas, en stage. C'est clair. Oui, et j'avais pas pensé à ça, mais ça rajoute encore de l'eau à mon moulin, à ce que je pense depuis toujours. Vous savez bien que moi, j'aime pas les stages, mais je reconnais tout à fait ce qu'Alexis dit. Il y a des coureurs, voilà. Je veux dire, si toutes les équipes partent en stage en altitude, c'est pas pour rien, quoi, fatalement, que ça fonctionne pour beaucoup de coureurs. Mais oui, oui, bien sûr, pour Arnaud Delis, il doit travailler en course. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'Alexis a dit, c'est de nouveau, c'est l'aspect mental. Je veux dire, le mec qui veut s'éclater sur son vélo en course, s'il va en stage avec des pieds de plomb, comme tu dis, Alexis, et que le gars, il fait pas de course, alors que lui, c'est ça qu'il veut faire depuis gamin, il veut courir, il veut faire des courses. Je suis pas convaincu que si même physiologiquement ça t'apporte quelque chose, tu vas être meilleur. Le mental, Ouais, c'est toujours quelque chose de tellement important dans le sport que. totalement. Un Dumoulin, par exemple, voilà, il l'a pas supporté. Mhm. Ouais, et encore, je trouve que Dumoulin est un cas spécifique parce que, hem, finalement, les stages vont bénéficier à qui? Aux coureurs qui sont habitués à un effort violent dans des côtes, dans des cols, peut-être pas un sprinter. Mm. On a vu d'ailleurs, hein, cette idée, sur les réseaux et dans d'autres, médias plus traditionnels, c'était de se dire: «Tiens, est-ce que la Guin qui s'abat pour l'instant sur, l'équipe Visma, elle ne vient pas notamment de cette, prépondérance à, aller en stage plutôt que de faire des courses. J'ai lu parfois certains, dire: en fait, en stage, on ne roule plus en peloton et donc on perd l'habitude de frotter, on perd l'habitude de rester sur son vélo». Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais c'est clair que, pour quelqu'un comme Arnaud Delis, qui est supposé rouler en plein milieu d'un peloton, de pouvoir sentir les bons coups. Quand je dis les bons coups, c'est pas forcément les bonnes échappées, c'est vraiment centrer la course et se dire: «Là, je dois attaquer, là, je dois suivre le mouvement qui part, là, je dois être attentif». Et ça s'apprend pas en stage. Et donc il y a vraiment des profils, je dirais différents de coureurs, et donc des profils différents d'approche du métier. Et c'est en cela aussi, je vais peut-être faire un grand écart, mais comme ça on aurait quand même parlé aussi de lui, même si on a déjà cité, depuis le début de ce podcast, Wout van Aert qui était parti faire, son stage en altitude, pas pour préparer le Tour de France à Annecy, donc pour préparer le Giro, qui avait mis beaucoup, d'énergie là-dedans visiblement. Je ne pense pas que c'était pour, aller, faire, les sprints pour Kooij, hein. Donc je me demande à quelle mesure on ne vient pas de rater là malgré tout, un Wout van Aert, voulant se tester pour un classement général sur le dur. Mais voilà, je ferme la parenthèse ici. C'est tout ça pour dire que les stages effectivement, je pense que ça ne sert à rien, pour certains coureurs d'y aller, et Mats Pedersen en est un bel exemple, parce que Mats Pedersen dit: «Je préfère courir partout en début de saison que d'aller, en stage qui ne me sert pas à grand chose». Et ça lui Je vais, réussit bien. ouais, je vais juste reciter Wout moi aussi. Il y a deux choses avec Wout pour les stages. Vous savez, j'ai déjà dit plein de fois, donc je ne vais pas développer pendant 10 minutes, mais moi je regrette qu'il ne fasse pas plus de courses. Je regrette qu'il ne soit pas Pedersen. Il pourrait gagner mais tellement de courses. Mais bon, voilà. Ça, c'est pas de ça dont je veux parler. C'est plutôt, ça m'agace, cette idée, comme tu dis, ce qu'on entend, que ouais, mais ils ont perdu l'habitude de frotter dans le peloton quand ils vont en stage. Je peux l'entendre pour certains coureurs. Mais quand Van Aert chute Ouais. sur le 3 en remontant sur du pavé, qu'on vient me sortir ça comme excuse, que c'est un mec qui est champion de cyclocross, etc., non, je peux pas l'entendre.
Est-ce que je peux remettre Arnaud Delis vainqueur de Paris-Roubaix comme prono fou 2025 ou... J'allais dire que tu es résilient, je sais que tu vas le faire. En tout cas, cette année, si Mathieu Van Der Poel gagnant de Paris-Roubaix, ce ne serait pas un prono fou, hein, au contraire. Prono fou serait peut-être de citer un Jonathan Milan, par exemple, ou un Lorenz Rex pour Damien. Je suis très curieux de voir lequel d'entre eux va pouvoir suivre Mathieu dans les différents secteurs pavés. J'espère du spectacle, j'espère du suspense, j'espère un vainqueur inédit. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Paris-Roubaix et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Petit Plateau. Bonne course à tout le monde. Salut, salut. Ciao, ciao.